Bonjour messieurs. Bonjour. Depuis le début de l'année, de nombreux actionnaires nous ont fait part de leurs questionnements, notamment le cours de bourse, votre récente augmentation de capital, également les perspectives de la société. Nous les avons donc recueillis et c'est aujourd'hui l'occasion de pouvoir vous les adresser. Premièrement, nous notons que Spanguard a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Comment réagissez-vous face à cette chute et quelle serait la capacité de rebond ? Évidemment, ça nous affecte beaucoup, étant donné l'engagement très fort, total, que nous avons dans Spanguard depuis sa fondation, parce que nous y avons investi. Donc forcément, oui, ça nous affecte. Le rebond, c'est toujours délicat de répondre à cette question, parce qu'il y a beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas. L'environnement macroéconomique aujourd'hui est particulièrement instable, incertain. Mais il est vraiment possible ce rebond. D'abord, je pense que l'objectif que nous avons fixé et sur lequel nous sommes mobilisés, d'atteindre l'équilibre opérationnel à la fin 2026, est vraiment la bonne direction. Et en allant dans cette direction et en l'atteignant, cet objectif, je pense qu'on va créer de la valeur et que donc mécaniquement ça devrait aider le cours de bourse. Les résultats que nous venons de publier montrent déjà que nous sommes sur le chemin avec une nette amélioration de notre résultat. 1 million d'euros en mieux sur le résultat de la société, 26% d'amélioration. Ça, c'est une chose. L'opération que nous venons d'annoncer avec Omnia Medical, la cession de notre filiale américaine, va aussi nous permettre d'alléger la structure. Ça va aussi dans cette direction. Nous avons de très belles opportunités de croissance à court terme, en fusion sacro-iliaque pour le traitement des scolioses par voie antérieure. Puis n'oublions pas que notre dette principale, la dernière échéance mensuelle sera en janvier 2026. Donc après, ce sera plus facile, entre guillemets. Sur le volet technologique, quelle est votre capacité de rebond ? Nous sommes absolument convaincus qu'aujourd'hui, la valeur de la technologie est loin d'être complètement exprimée. Elle doit pouvoir être exprimée au moment en fait, où notre technologie sera adoptée dans les plateformes d'assistance à la chirurgie. Ça veut dire que ça passe par des accords stratégiques de co-développement et de licence. Alors donc ce que je vais dire est fortement spéculatif, ça correspond à une société de technologie, mais néanmoins c'est notre conviction. Nous sommes constamment à la recherche de tels accords stratégiques avec des industriels de notre secteur qui font des plateformes d'assistance à la chirurgie. Et en fait, pour alimenter ce dialogue jusqu'à l'obtention d'un accord ou de plusieurs, nous sommes en perpétuelle innovation. Donc vous vous rappelez sans doute nos travaux robotiques entrepris avec le laboratoire de la Sorbonne, où on a clairement montré les bénéfices de notre technologie pour sécuriser une plateforme robotique et augmenter ce qu'elle peut faire. Il y a également plus récemment le fait qu'on a finalisé la conception d'un forêt équipé de notre capteur DSG. Ça veut dire qu'on peut maintenant monter notre technologie sur un outil robotisé et motorisé. On a également développé un guide de perçage intelligent qui est muni d'une sécurité active, c'est-à-dire la capacité de détecter une brèche qui pourrait être pendant la chirurgie un accident, et à ce moment-là d'arrêter immédiatement la procédure de perçage ou de découpe de l'os. On a également énormément progressé en termes de software. On a établi une technologie maintenant qui peut communiquer avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'on peut faire notre mesure DSG puis l'envoyer à un système intelligent. On a conçu une application DSG App qui permet d'utiliser notre signal et de l'interpréter mieux. On a également avancé la conception de notre capteur lui-même. On l'a miniaturisé pour pouvoir l'intégrer dans des outils et des implants. Et on est en train de travailler aujourd'hui à repousser ses limites, c'est-à-dire à pouvoir détecter plus loin dans l'os, sur les côtés, avec de multiples capteurs, de façon à pouvoir obtenir une sorte de mapping géographique autour du capteur. Enfin, je vais juste terminer en disant qu'on progresse l'innovation avec la preuve scientifique que notre technologie peut mesurer la qualité osseuse in situ. Et enfin, on a un projet dont on parlera plus tard, mais quand le temps sera venu, sur une base différente de technologies ultrasonores très complémentaires avec la nôtre. Donc, en fait, en résumé, on nous reproche souvent de parler d'accords stratégiques potentiels avec l'industrie et puis qu'en fait, on n'arrive pas à signer de tels accords. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'on a déjà eu par le passé 2 accords sur la vis intelligente qui nous a permis d'établir
une validation clinique de 500 chirurgies. On a eu un accord en dentaire qui nous a permis de résoudre des questions de design très sophistiquées pour une application de rotation à haute vitesse. On a également sorti des brevets grâce à ces applications. Donc elles nous ont permis de construire des briques technologiques qui aujourd'hui nous sont utiles dans les discussions avec les partenaires potentiels. Et enfin, notre partenariat en cours avec Omnia Medical se passe, lui, très bien. Donc, encore une fois, c'est spéculatif ce que je dis aujourd'hui, mais parce que c'est difficile de prévoir quand un accord stratégique va se produire. Mais ce que je ne voudrais pas qu'on oublie, c'est qu'on est quand même avant tout une valeur technologique et que notre technologie, elle a un positionnement complètement unique. Toutes les plateformes de guidage ont besoin d'un retour d'information. Notre technologie aujourd'hui, elle produit une information in situ au contact des tissus, en temps réel, sans radiation. Et elle a un niveau de validation clinique qui est inégalé. Vous savez qu'on a 34 papiers cliniques publiés, plus une multitude de communications dans les congrès. On a aussi une robustesse technologique avec des années de fabrication de nos capteurs et d'utilisation clinique dans plus de 100 000 chirurgies. Et puis enfin, on a une validation réglementaire partout dans le monde, dans toutes les grandes géographies où les systèmes réglementaires sont très exigeants. L'Europe avec la réglementation MDR, les États-Unis avec la FDA, la Chine, le Japon, le Brésil, pour n'en citer que quelques-uns. Donc voilà, en quelque sorte, il est difficile de prévoir quand, mais pour moi, il y a une véritable mine de valeur qui n'est pas encore exprimée dans l'inclusion de notre technologie dans les plateformes d'assistance à la chirurgie, de navigation et de robotique. Merci beaucoup Stéphane pour ces éclaircissements. Nous allons maintenant enchaîner sur l'augmentation de capital que vous venez de réaliser, qui est de près d'1 million d'euros. Quel est désormais l'horizon de financement de SpineGuard? Octobre de cette année. Très bien, et dans ce cadre, prévoyez-vous de faire de nouveaux appels au marché? Et comment comptez-vous limiter la dilution des actionnaires individuels à l'avenir? Le meilleur moyen, c'est d'avoir le moins possible besoin d'aller chercher des financements. Et donc, c'est cet objectif d'atteindre l'équilibre le plus vite possible, le chemin le plus rapide vers l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment là que nous sommes mobilisés, toute l'équipe de SpineGuard. Ensuite, si financement il doit y avoir, nous privilégions des pistes industrielles, si possible non dilutives, liées par exemple à des accords de licence, comme a été évoqué par Stéphane précédemment. Ensuite, si on doit faire appel au marché, ce sera avec maintien des DPS, comme nous l'avons déjà fait, et puis pourquoi pas des obligations bien calibrées, si c'est nécessaire. Ça peut être aussi une option, mais ça n'est pas l'option la plus privilégiée. Merci beaucoup Pierre. En parlant de pistes de financement non dilutif pour les actionnaires, pouvez-vous nous en dire un peu plus, Stéphane? Oui, je vais répondre à cette question. Donc, en ce qui concerne les financements non dilutifs, moi je voudrais parler de deux types de financements, les aides publiques à l'innovation et puis les accords de licence évoqués précédemment. En ce qui concerne les aides publiques, on les a historiquement énormément utilisées. Vous avez sans doute mémoire du projet européen Pharos, consortium universitaire et industriel de robotique, qui nous a permis de financer un projet robotique pendant plus de 3 ans et demi. Ça vient juste de se terminer. On a également profité de ces financements avec 2 thèses CIFRE consécutives qui ont été menées en collaboration avec le laboratoire de robotique de la Sorbonne. Alors maintenant, il y a quand même une limite à l'utilisation de ces aides, c'est notre niveau de dette. Donc comme l'a expliqué Pierre, nous sommes en train de rembourser et d'arriver à la fin du remboursement et on va pouvoir repartir sur de l'aide publique quand on aura réglé cette question. Maintenant, le deuxième moyen de se financer d'une façon non dilutive, c'est à travers les accords de co-développement et de licence. Donc, à nouveau, on l'a fait par le passé. Et en fait, à travers donc l'atteinte d'objectifs de développement de produits, on a obtenu des financements. À travers aussi le fait de pouvoir générer des royalties sur du licensing, on a obtenu du financement. Et également, le fait de pouvoir se faire rembourser certains frais de développement, des frais réglementaires, qui nous ont en fait aidé à financer des activités qui nous ont fait progresser dans notre innovation sans dilution. Voilà. Alors, les discussions stratégiques se poursuivent, j'y faisais allusion tout à l'heure. À l'heure actuelle, nous avons des discussions encore en cours avec une société qui fabrique des outils motorisés de découpe et de perçage osseux, avec plusieurs sociétés qui font de la robotique chirurgicale et avec une société qui fait aussi de la chirurgie dentaire. Donc cet effort-là, il est permanent chez nous et dès qu'on a l'occasion de se financer d'une façon non dilutive, on le fait.
Merci beaucoup Stéphane. Nous venons d'aborder le sujet des financements non dilutifs. Vous êtes vous-même, messieurs, actionnaires de la société Spine-Gard. À quelle hauteur à ce jour et pensez-vous réinvestir dans la société? C'est une bonne question. Pour être clair et factuel, nous avons investi ensemble plusieurs centaines de milliers d'euros à des niveaux qui étaient plus entre 4 et 5 euros. Nous avons aussi consenti à certains moments des baisses de salaire sur des périodes assez longues, de plusieurs années, et nous restons prêts à le faire s'il le faut. Nos moyens ne sont pas illimités, évidemment, donc on fait aussi en fonction de ça, mais notre engagement est total. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Merci beaucoup Pierre. Nous allons à présent passer au contexte et aux perspectives de la société. Pouvez-vous nous faire un point sur votre développement en Chine? Quels sont les obstacles éventuels sur ce marché et les perspectives? Oui, ok, je vais prendre cette question. Donc, en ce qui concerne les obstacles, je distinguerai les obstacles réglementaires et ceux qui sont d'ordre commercial. Pour le réglementaire, en fait, la Chine, c'est un marché qui est très fortement régulé du point de vue des dispositifs médicaux. Il y a une administration qui s'appelle la National Medical Product Administration, NMPA, chinoise, qui en fait exige qu'on soumette des dossiers d'homologation qu'elle va revoir consciencieusement et pour lesquels elle va poser de multiples questions auxquelles il faut qu'on réponde pour assurer la sécurité des dispositifs. Nous avons déjà, nous, renouvelé notre gamme de PILGARD classique du point de vue de l'homologation en Chine et nous avons un dossier en cours très important qui concerne les modèles de PILGARD qui ont un capteur miniaturisé et aussi ceux qui ont un capteur courbe. Ensuite, nous avons prévu de soumettre le reste de la gamme qui concernera la chirurgie mini-invasive. Alors c'est un travail lourd. Chaque dossier prend à peu près 1 à 2 ans avant qu'il ne soit homologué. Nous sommes en plein milieu donc, du dossier dont je vous ai parlé. Nous possédons quand même un avantage énorme qui est que nos homologations sont effectuées à l'aide d'un partenaire franco-chinois qui est une société qui travaille pour nous et qui en fait héberge nos homologations en Chine, ce qui fait qu'elles sont complètement indépendantes de notre distributeur. Donc nous laisse tout le choix de changer si besoin de distributeur. En ce qui concerne les difficultés commerciales, la Chine est un pays aussi organisé d'une façon assez complexe où il faut d'abord entreprendre une homologation par province en termes d'enregistrement du produit, c'est-à-dire avec une négociation sur les prix. Puis ensuite, à l'intérieur de chaque province, il faut obtenir une décision d'achat de chaque hôpital. Alors ça, c'est vraiment le rôle critique de notre partenaire en Chine de distribution, Xinrong Medical. Nous avons un atout majeur dans notre manche qui est que le chirurgien de la colonne vertébrale le plus éminent en Chine, le professeur Yong Qiu, qui travaille à Nankin, à l'hôpital Drum Towers, adore notre technologie et lui et son service, il est chef de service, l'utilisent de façon routinière. Il nous a récemment invités à son congrès de scoliose en Chine, où notre chef du département vente et marketing est allé. Et sur notre recommandation, nous avons également pu avoir l'apport d'un chirurgien français de renom qui est venu parler de notre technologie en session plénière à ce congrès. Donc nous avons de belles perspectives en Chine, mais ça prend du temps. Merci beaucoup Stéphane. Nous allons à présent continuer à l'international, plutôt du côté des États-Unis cette fois-ci. Suite à l'extension de votre partenariat avec Omnia, que va devenir Spine-Gard? Et avec le contexte que nous connaissons aujourd'hui, pensez-vous que la nouvelle présidence Trump pourrait avoir des conséquences sur votre développement sur ce marché? Alors, pour la première partie de la question, nous allons maintenant bénéficier sur le territoire américain d'une offre large, complète, intégrant donc des implants et de la technologie DSG dans les instruments, qui va être proposée donc par Omnia Medical, donc qui a pris la direction des opérations, je dirais, en faisant l'acquisition de notre filiale américaine Spine-Gard Inc. Ils vont pouvoir exploiter le réseau qui a été développé anciennement par Spine-Gard Inc., les hôpitaux, les chirurgiens utilisateurs, les agents, les distributeurs, et de l'autre côté, leur propre réseau, et je dirais principalement leur ancrage fort en ambulatoire interventionnel, puisqu'ils sont pionniers dans ce domaine-là, et notamment pour la fusion sacro-iliaque. Donc on peut dire que la technologie DSG et nos produits en général sont entre de bonnes mains avec un potentiel qui est très intéressant. Pour parler de Trump, c'est difficile de prédire l'avenir. Bien malin sait ce qui va advenir exactement.
Il y a encore beaucoup de postures, de négociations, donc d'incertitudes. C'est sûr que ça ne crée pas un climat très propice d'une manière générale aux affaires et au financement. Après, à proprement parler, les augmentations des tarifs douaniers, encore une fois, on ne sait pas exactement où ça va atterrir. Il risque d'y avoir sans doute des différences entre les secteurs. Je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt des États-Unis qu'il commence à y avoir une bataille sur le secteur du médical et notamment des dispositifs médicaux, parce qu'ils ont sans doute beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Rien que dans notre secteur de la chirurgie vertébrale, le top 10 de l'industrie, ce sont des sociétés américaines qui sont très présentes dans le monde entier. Donc s'il commence à y avoir une bagarre, ce ne sera pas dans leur intérêt. Après, si à un moment donné, il y a des tarifs douaniers qui sont appliqués, en vigueur, etc., on trouvera des compromis entre Omnia, le client final, et nous pour partager le fardeau, je dirais. Voilà, j'ai quelque chose à dire sur le sujet. Merci beaucoup. Au regard des actionnaires individuels, certains d'entre eux estiment que la communication de l'entreprise manque de transparence. Comment répondez-vous à cette critique ? Et entendez-vous renforcer la transparence et les échanges avec les investisseurs ? Écoutez, je crois que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en ce moment, j'espère que ça va être perçu comme aller dans ce sens. En tout cas, c'est notre intention en ayant cet échange avec vous aujourd'hui sur toutes les questions dont on sait qu'elles tiennent à cœur à nos actionnaires. Après, nous ne sommes pas, c'est vrai, des adeptes de communiquer pour communiquer en permanence. Mais quand il y a de la matière, on essaye de le faire aussi bien que possible en utilisant le bon canal, communiqué de presse, post sur LinkedIn, etc. Donc de bien calibrer en fait le message et le véhicule en fonction de l'information telle qu'on l'aperçoit en tout cas. Et après, quand des messages nous sont adressés directement, et ça arrive régulièrement, moi nous faisons un plaisir d'y répondre rapidement et avec un souci de dire les choses autant que possible par rapport au souci évidemment de tenir tout le monde au même niveau d'information. Il ne s'agit pas de donner des informations privilégiées, mais nous ne répondons pas quand c'est injurieux, voire insultant. Là, on s'abstient. Sinon, on répond toujours. Merci beaucoup. Souhaiteriez-vous peut-être finir avec un dernier mot ? Merci. J'espère que cet exercice aura été utile. Il en amènera sans doute d'autres. Et puis j'invite tous nos actionnaires à participer le 10 juin prochain à notre Assemblée générale. Merci beaucoup, messieurs. Merci.